Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth Obregon, chargée de projet Promotion de la santé Québec à la Fondation Maladie de cœur de l'AVC. Je serai la modératrice pour toute la durée du webinaire. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire qui s'intitule Les défis des aidants pendant la pandémie de la COVID-19 et un soutien pratique pour rester en santé pour les personnes qui prennent soin de quelqu'un aux prises avec une maladie du cœur, de l'AVC ou un déficit cognitif d'origine vasculaire, qui fait aussi partie de la série de webinaires que Cœur et AVC déploie pour répondre à vos questions durant cette période inhabituelle. Avant de vous présenter vos conférenciers, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques telles qu'indiquées dans la diapositive. Vous deviez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section questions. Une fois que les conférenciers auront terminé la présentation, je pourrai poser les questions. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte sur votre écran tout au long de la séance. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer d'être bel et bien inscrit sur la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Dans le cas de ces webinaires, des experts de la santé et une aidante donneront un aperçu opportun et des conseils pratiques concernant la COVID-19, les affections dont traitent cœur et AVC, ainsi que la prestation de soins en proche, que ce soit en soins actifs, en résidence assistée ou à domicile. Je voudrais aussi souligner que la Journée nationale de proches aidants s'est tenue le 7 avril dernier et également l'importance du rôle des aidants spécifiquement durant la période de la COVID-19. Allons-y maintenant avec le webinaire. Nous sommes très heureux de partager avec vous un moment avec vous aujourd'hui sur les défis des aidants pendant la pandémie de la COVID-19 et un soutien pratique pour rester en santé. Cette présentation permettra de discuter la complexité accrue des soins pendant la pandémie et les conseils clés pour naviguer dans le système en ce temps incertain. Il présentera également les déterminants sociaux de la santé et des conseils pratiques pour aider les familles à planifier la sortie de l'hôpital et la sécurité pendant la pandémie. De plus, des points de vue des proches aidants et des ressources pratiques mentionnés dans le groupe de soutien par les pairs en ligne de Cœur AVC destinés aux aidants naturels seront aussi présentés dans ce webinaire. Nous discuterons avec 3 panélistes et nous allons les introduire une à la fois au cours du webinaire. Merci à nos experts d'aujourd'hui qui prennent tout le temps dans le cadre de leur fonction de soins et de leur travail de nous apporter des preuves et des informations solides. Notre première conférencière, c'est Mercedes Jiménez Sevilla. Elle est âgée de 45 ans et elle est devenue proche aidante de son conjoint après qu'il a eu un AVC en 2011. Mais elle est bien plus que ça. Elle travaille comme architecte d'application dans le domaine des technologies informatiques. Elle est un peu geek. Elle aime lire des romans fantastiques et d'histoire, construire des Legos, jouer à la console, cuisiner et faire des marathons marathons télé avec des séries dramatiques historiques, en spécial les anglaises comme Downton Abbey. L'AVC de son mari a changé leur réalité, mais ils ont appris à vivre cette nouvelle réalité ensemble. À vous, Mercedes. Bonjour Elisabeth et merci beaucoup à la Fondation pour m'avoir invité à participer dans cette webinaire. C'est vraiment apprécié. Comme Elisabeth a dit, moi je m'appelle Mercedes et mon mari, mon conjoint, a eu son AVC il y a 9 ans déjà.
On a passé une année, pendant une année, on a passé le temps dans les systèmes sanitaires. Et depuis le début, je me suis impliquée pas mal dans sa réadaptation. Nous étions dans une situation un peu spéciale, on est espagnol et on est nous deux les seuls qui sont ici au Canada. Alors, on a dû trouver tout notre astuce, notre façon de s'adapter à cette nouvelle réalité, à ce que nous, on appelle notre nouveau normal. Et on était en équipe avant, on l'est maintenant aussi. Qu'est-ce qu'on a fait surtout, c'est de trouver comment mon conjoint pouvait lui-même résoudre des problèmes, au lieu de que ce soit moi qui dois toujours être avec lui, pour lui rendre un peu autonome aussi. Ça, c'était très important pour nous. Et après 9 ans, on avait trouvé notre stabilité. Par contre, le Covid arrive et comme à tout le monde, je pense, à toute notre société, le Covid a bouleversé notre réalité. Des préoccupations qui n'existaient plus là ou qui n'existaient pas du tout ont apparu soudainement. Des choses comme comment le virus peut nous affecter, nous, comment on peut contagier, parce que c'est toujours le danger de contagier à travers quelqu'un d'autre. Comment s'assurer qu'on est autosuffisant? Comment s'assurer qu'on a assez de nourriture, par exemple? Comment s'assurer qu'on a tous les médicaments dont mon mari a besoin chez nous à disposition? Toutes ces préoccupations ont ajouté à moi, personnellement, plus de stress, plus des choses à penser à chaque jour, à tout ce qui était déjà là. Des tâches qu'on considérait triviales avant, comme aller au supermarché, maintenant ont devenu à notre source de stress. On ne veut pas avoir de contact avec les virus, mais il faut sortir quand même pour faire l'épicerie. Alors, dans notre cas, par exemple, ce qu'on a fait, c'est limiter les sorties de mon conjoint. C'est moi qui sors pour aller faire l'épicerie, pour aller à la pharmacie, etc. Et je passe pour toute la période de lavage des mains et suivre tous les consignes de toutes les ressources que la santé publique est en train de mettre à notre disposition avant de rentrer en contact avec lui en même temps après. Il y a aussi tout l'aspect laboral. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail chez moi. Mais ça a créé quelque chose que je n'avais pas vécu avant. Avant, le travail pour moi, c'était une zone autocontenue qui était à moi. Je sortais de la maison pour aller travailler, j'interagissais avec mes collègues et j'avais un moment de répit ou de repos, de penser à certains types de préoccupations. Maintenant que je le travaille, je suis chez moi. Euh, je n'ai pas ces déplacements qui me permettaient de compartimenter des situations. Alors maintenant, je travaille en même temps que je suis chez moi avec mon conjoint, je l'écoute faire des choses. Au début, j'avais par exemple la tendance à arrêter de travailler à chaque 30 minutes ou quelque chose comme ça pour voir s'il avait besoin de quelque chose de moi. Et ça, ça a été très, très difficile aussi pour moi, mais on a commencé à apprendre, on a appris qu'il faut compartimenter. Nous, ce qu'on a décidé, c'est quelque chose on a parlé ensemble, c'est d'établir une nouvelle routine. Je travaille comme normal, heures normales, de 8h30 à 4h de l'après-midi. Alors, pendant cette période de temps, ce qu'on a établi aussi, c'est des choses qu'il peut faire. Avant, mon mari était impliqué sur plusieurs commissions, il participait dans plusieurs rencontres à la semaine, mais maintenant, c'est pas le cas. Alors, et il ne travaille pas non plus. Alors, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a cherché, c'est de lui trouver d'autres activités qu'il pouvait faire par lui-même pendant que je faisais du travail. Alors, c'est comme si les deux, on était en télétravail chez nous. Dans son cas, il est un peu geek aussi comme moi, et il est en train d'apprendre un nouveau langage de programmation. Ça nous a permis de commencer à créer notre routine. Après, on a du temps pour les deux, des temps de loisirs qu'on dédie à nous deux, dans lesquels on fait des activités ensemble. On joue à la console, on cuisine, on voit la télé, on joue à des jeux de société. Mais
la troisième partie, c'est le temps pour moi-même. Depuis le début de son AVC, j'ai découvert que je ne pouvais pas être toujours, que je devais prendre soin de moi avant de pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre. Si j'étais épuisée, je ne pouvais pas prendre soin de lui. Et ça, c'est une réalité que même si on est tous les jours à la maison, c'est quelque chose qui peut arriver et que ça, pour moi, c'est important d'avoir un peu de temps pour moi. Alors, à chaque journée, je dédie 1 heure de mon temps. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, ça dépend, à lire, à faire des Lego, à faire un casse-tête, à faire du sport, par exemple, aussi. Et ça, on a trouvé on peut même le faire ensemble. Nous, on habite dans un petit appartement, mais on a sorti nos anciennes consoles et on joue avec la Wii Fit, par exemple, ou un autre jeu vidéo qui s'appelle Dance Dance Revolution, qui te permet de bouger dans un espace très, très petit, comme c'est notre appartement. Alors, moi, je dédie, je les recommande énormément de se garder un peu de temps pour nous-mêmes. C'est normal qu'on soit stressé, qu'on ait beaucoup plus des préoccupations, mais si on ne prend pas soin de nous-mêmes, on ne sera pas capable de prendre soin des autres. D'autres choses que j'ai trouvées importantes dans cette période, c'est au début, j'étais comme à peu près tout le monde, je pense. J'ai regardé les nouvelles à chaque minute. J'étais toute la journée dans les médias sociaux. Non, j'ai arrêté. Je peux plus. Ça me cause encore plus de stress. Alors, j'ai appris que si je regarde les nouvelles une couple de fois par jour pour voir quelles sont les dernières nouvelles que le gouvernement a données ou, ou je regarde mes médias sociaux une couple de fois par jour aussi pour voir si jamais il y a quelque chose que je dois être au courant, c'est assez. Et ça m'aide à gérer mon propre stress. Une autre chose importante, c'est parler avec du monde. Tous ces sujets sont difficiles. Moi, je trouve que des fois, je parle avec de la famille par Skype. Je parle avec des amis. Il y a aussi toute la partie des ressources de la santé. Nous, quand la crise du Covid a commencé, je me suis préoccupée de comment je vais contacter mon médecin s'il y a quelque chose qui arrive. Alors, j'ai communiqué avec les cliniques dans lesquelles nous on est inscrits et ils nous ont donné tous les moyens de communication et comment je pouvais communiquer si j'avais une urgence médicale, comment je pouvais communiquer avec eux. Tout ça, je l'ai déjà à la main. Alors, c'est une raison de moins pour le stress. Mais je sais que si j'ai besoin de quelque chose, ils sont là, ils sont à l'autre bout du téléphone. Une autre chose que j'ai trouvé aussi intéressant, et on va parler un peu plus tard dans la présentation, c'est la communauté Facebook que la, la fondation a en ligne pour les proches aidants. Ça aide de parler avec quelqu'un qui est dans ta situation. Que ce soit quelqu'un qui vient de vivre une situation comme la nôtre ou qui est comme moi dans mon cas, ça fait déjà des années qu'on est dans cette situation, c'est pas grave. On a tous passé par les mêmes situations, par les mêmes stress, par les mêmes préoccupations. Et simplement parler avec quelqu'un de temps en temps aide. Parce que c'est comme si à un moment donné, tu n'es plus capable de voir la forêt parce que tu es trop près de ton arbre. Alors, ça aide de reculer, de voir que c'est une situation qui est vécue par d'autres mondes et qui peuvent te donner des conseils pour comment agir dans un certain moment. Aussi, rester positif. On va sortir de ça. Et ça va être peut-être une société différente, peut-être une situation différente, mais ça, au moins de mon côté, ça nous a appris à valoriser tous les temps qu'on est ensemble. J'ai toujours dit que l'AVC ou la récupération de l'AVC de mon conjoint, c'est la vie qui nous a donné une deuxième opportunité. Je pense que ça, c'est la même chose. On valorise tous les temps qu'on passe ensemble, toutes les choses qu'on fait ensemble, que peut-être avant on avait un peu moins de temps, mais on essaie de rester positif. C'est pas toujours simple. Il y a des moments de low, mais c'est normal et c'est pas grave. Il y a des moments comme ça, mais on se supporte un à l'autre. Dans notre cas, comme je dis, c'est un peu différent parce qu'on est nous deux ici. Mais on a de la famille de l'autre côté de l'Atlantique qui nous supporte aussi et qui nous aide, avec lesquels on peut parler, on peut faire des blagues, on peut faire des FaceTime avec eux.
c'est très important de continuer en contact avec tout le monde. Et si il y a un autre message clé, comme j'ai dit avant, pour moi, c'est prendre soin de nous-mêmes. Il faut que nous, on soit capables d'aider les autres en nous aidant à nous-mêmes. Si on n'est pas en santé, si on n'est pas stable, ça va être beaucoup plus difficile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant les 9 dernières années et en spécial maintenant avec la crise du Covid. Alors, merci beaucoup. Et si jamais vous avez des questions ou simplement vous voulez discuter de quelque chose, à la fin il va y avoir une période de questions et je suis toujours aussi dans la communauté Facebook des proches aidants. Ça va me faire plaisir de répondre ou de simplement parler avec vous. Merci beaucoup. Notre prochain conférencier est Dr. Kim Lavoie. Elle est professeure et chaire de la médecine comportementale au département de psychologie de l'Université de Québec à Montréal. Elle est co-directrice du Centre de médecine comportementale de Montréal au CIUS-NIM, hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle est présidente du Canadian Network of Health Behavior Change and Promotion et co-responsable du International Behavioral Trials Network. Elle est reconnue à l'échelle internationale pour sa recherche sur la prévention des maladies chroniques et l'impact des interventions comportementales sur le comportement relié à la santé et à l'évolution des maladies chroniques. Elle a obtenu plus de 24 millions de dollars en fonds de recherche évalués par les pairs, dont plus de 4,5 millions comme chercheur principal. Plusieurs fonds de recherche dans la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC de l'industrie, qui ont mené à plus de 175 articles et chapitres évalués par les pairs et publiés dans diverses revues scientifiques. À vous, Dr. Lavoie. Merci beaucoup. Écoute, mon Dieu, c'était long comme introduction. C'est toujours un peu gênant. C'est peut-être des trucs un peu moins importants. Alors, merci beaucoup à tous d'être là. On sait que dans cette période très stressante, avec énormément d'incertitudes, c'est pas évident pour qui que ce soit. Soit les patients qui souffrent des maladies cardiovasculaires ou bien leurs proches aidants. Et même, on voit maintenant à quel point les aidants, on peut dire officiels ou des aidants formels, tous nos médecins, nos infirmières, à quel point ils souffrent, à quel point c'est difficile. Alors, merci beaucoup à tous d'être là. Et je vais essayer d'être assez court parce que j'aimerais mieux garder du temps pour vos questions précises. Alors, nous, comme conférencières, on cherche à anticiper un peu vos besoins, mais j'aimerais mieux vous laisser un peu de temps à la fin pour poser des questions précises pour être sûr qu'on répond bien à vos besoins. Alors, voilà, je vais juste avancer. Enter. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours poser une question. Qu'est-ce qui vous motive à être un aidant pour votre proche? Et je pense que ça nous rappelle qu'il y a 4 personnes dans le monde, celles qui ont été des proches aidants, celles qui sont actuellement des proches aidants, celles qui seront des proches aidants et celles qui ont besoin d'un aidant dans le futur. Je peux pas soulever à quel point les proches aidants sont importants au Canada puis au monde. C'est sûr qu'au Canada, on sait qu'une personne sur 4 joue le rôle d'aidant. Et c'est vraiment une ressource précieuse et importante dans notre système de soins. Et malheureusement, à cause de tout le fardeau qui vient avec ça, il y a beaucoup de la réalité de nombreux aidants inclut, comme j'avais mentionné, beaucoup de stress, des fois de santé mentale précaire. Ça peut beaucoup influencer votre qualité de vie. Ça peut vous demander beaucoup au niveau de votre vie personnelle et professionnelle. Tout ça pour dire, ça peut interférer ces choses-là avec votre capacité à prendre soin de votre proche, de vos proches. Et c'est sûr que je pense que tout ça, c'est amplifié 1000 fois dans le contexte de la COVID-19. Alors, je pense qu'un des plus gros défis en ce moment soulevés par des proches aidants, c'est comment être aidant dans un temps de pandémie avec tellement de mesures préventives mises en place par des autorités gouvernementales.
Alors, on voit à quel point des proches aidants sont souvent isolés et qu'est-ce qu'on fait justement lorsqu'il arrive des mesures préventives comme la distanciation sociale qui fait partie intégrante du quotidien, comment on doit adopter nos approches pour aider nos proches dans ce contexte-là. Alors, une chose que ça soulève plus qu'avant, c'est à quel point nos aidants ont besoin de soutien et aussi à quel point on a besoin, comme j'avais mentionné, d'adapter nos approches pour bien soutenir nos proches. Alors, je vais prendre une petite à côté pour juste, mon expertise, c'est surtout dans l'évaluation de stress et dans le contexte de la maladie chronique, incluant la maladie cardiovasculaire, et comment aider les professionnels de la santé et les aidants à reconnaître quand ils commencent à être un peu victimes du stress et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, juste pour nous poser la question, c'est qu'est-ce qu'est le stress? Alors, le stress, c'est vraiment qu'est-ce que nous ressentons lorsqu'il y a un déséquilibre entre les exigences de la vie, les demandes et notre capacité à gérer de manière efficace. Alors, les demandes, on peut parler du travail, famille, obligations financières, santé et bien sûr le besoin de prendre soin de nos proches. Et notre capacité à gérer, ça, on va retrouver nos capacités dans notre capacité physique, mentale, nos ressources, le soutien, le temps. Et quand les exigences deviennent plus grandes que notre capacité à gérer, notre façon de coper ou notre capacité de coper, c'est là où on va vraiment vivre du stress. Et le stress, bien sûr, peut avoir des impacts importants. Une chose qui est importante à vous rappeler, c'est que simplement être exposé à du stress ou une situation stressante comme la pandémie actuelle, c'est pas suffisant pour que les gens souffrent du stress. Parce que on peut bien coper avec le stress, avec les demandes, et c'est notre capacité à bien gérer les demandes qui va vraiment déterminer à quel point le stress va être néfaste pour nous ou notre santé. Alors, comment savez-vous, comme proche aidant, savoir si vous êtes stressé, si vous êtes en train de souffrir de cette imbalance entre les demandes et votre capacité à gérer? Alors, la première chose à peut-être auto-évaluer, c'est quels sont vos symptômes du stress? Est-ce que vous êtes en train de souffrir des symptômes de stress? Et comme vous avez pu voir avec le petit bande dessinée, il y en a plusieurs symptômes qui peuvent refléter le stress chez vous. OK? Et je pense que c'est important de se rappeler que des réactions au stress peuvent être multifactorielles. On peut ressentir ou avoir des symptômes cognitifs. Ça peut affecter notre mémoire, notre capacité à se concentrer, le jugement. Ça peut affecter nos émotions, bien sûr. On peut avoir des sauts d'humeur, on peut être un peu sur les nerfs, plus impatiente, plus triste. Ça peut affecter aussi des choses physiques, des symptômes physiques. On peut ressentir plus de douleur, plus de palpitations, plus de mal, on peut dire, au niveau du ventre. Et c'est sûr que ça peut influencer nos comportements. Alors, ça peut influencer notre sommeil, ça peut nous amener à procrastiner, et surtout dans le contexte de l'incertitude comme il est la pandémie actuelle. C'est sûr que quand on n'est pas certaine, où il y a beaucoup d'incertitudes, on a beaucoup plus en général de difficultés à prendre des décisions. Et je pense que c'est ça qui soulève vraiment le contexte actuel pour vous. C'est vraiment avec toutes les formations qui sortent de partout, et des fois, c'est contradictoire, des fois, ça manque de précision. C'est comment agir dans ce genre de contexte-là. Alors, ça, c'est juste un autre diapo pour vous aider à mieux tracer où est-ce que vous vous retrouvez peut-être pendant cette pandémie. On sait qu'au début de la courbe, quand on est un peu exposé au stress, on peut voir que notre stress va commencer à augmenter jusqu'au point d'être, on va dire, optimal. Et dans cette phase jaune où notre stress est optimal, c'est là où on va pouvoir vraiment réagir comme il faut, trouver des solutions aux problèmes, aller demander de l'aide. Mais si jamais ça devient trop, où on n'a pas réussi à trouver de l'aide qu'on avait besoin et les problèmes continuent à augmenter ou les demandes continuent à augmenter, c'est là où cette phase de stress qu'on appelle optimale
peut devenir la phase d'épuisement. À un moment donné, peu importe qu'est-ce qu'on fait, y a rien, on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est là où on commence à faire la transition entre le stress optimal, qui est très adaptif ou correct, à l'épuisement. Et au bout de la courbe, c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle un shutdown total du système. C'est là où on devient vraiment dysfonctionnel ou incapacité. Alors, c'est vraiment important d'agir au bon moment pour justement prévenir de vous retrouver dans la phase d'épuisement et ensuite d'effondrement. Alors, en d'autres termes, on voit très bien que, excusez-moi, c'est en anglais, mais on voit toutes les demandes qui commencent à vous perturber. On a l'impression pendant un certain temps que vous avez la situation en main, mais en bout de ligne, si ça dépasse votre capacité à gérer, on va perdre le contrôle. Alors, juste pour vous dire que, un peu, oups, excusez-moi. Quelques petits conseils pour aller chercher du soutien. Et peut-être certaines choses sont évidentes et peut-être le sont moins. Et encore une fois, je vous encourage à poser des questions plus précises à la fin. Mais c'est important de reconnaître quand vous avez des besoins. Et c'est pas toujours facile. Et des fois, les gens reconnaissent leurs besoins trop tard dans cette courbe de stress. Alors, c'est très important de bien anticiper et de bien agir au bon moment pour prévenir un épuisement total. Je pense que c'est important dans le contexte d'être un aidant proche de partager les responsabilités. Alors, ça pourrait être une option d'impliquer d'autres membres de la famille, même d'en profiter des voisins et autres. Et c'est sûr qu'à un moment donné, quand les proches ne sont pas capables de vous donner un soutien adéquat, on peut toujours penser se tourner vers des professionnels de la santé. Alors, une chose dans le contexte de la COVID que je trouve très intéressant, c'est que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organismes qui offrent des soins à domicile, mais une chose qui peut soulever beaucoup d'anxiété dans le contexte actuel, c'est que est-ce que je suis à l'aise de laisser rentrer les gens dans ma maison? Alors, dans le contexte de distanciation et tout, je pense que oui, on peut laisser rentrer, mais une question à poser à ces organismes, c'est quoi votre protocole de sécurité? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rentrer chez moi pour me protéger et protéger mon proche qui est à risque d'être exposé et contaminé? Alors, je pense que ça, c'est une question que je vous encourage à poser si vous optez pour cette option-là. Une autre chose qui est très intéressant et très important, c'est l'importance de ne pas sauter les rendez-vous médicaux et de ne pas retarder de vous pointer à l'urgence si jamais les choses tournent mal à cause d'une peur d'être exposé à la COVID. Je peux vous dire, comme vous avez vu, mon centre d'affiliation, c'est l'hôpital Sacré-Cœur, qui a dernièrement eu un peu dans les nouvelles, quelques expositions et tout sur les étages. Mais dans les urgences, c'est assez tranquille. C'est drôle à dire, mais quand vous pensez être infecté par la COVID, vous devrez appeler et ils vont vous diriger à la bonne endroit. Alors, en général, les urgences sont plus tranquilles que d'habitude. Et vos médecins restent encore disponibles pour vous recevoir et il y a des fois, ça peut se faire en vidéoconférence comme celui-ci, mais il y a beaucoup de télésanté qui est en train d'être faite. Alors, je vous encourage de ne pas éviter vous présenter à l'urgence ou d'appeler l'urgence près de chez vous en cas de besoin. Alors, c'est une chose qu'on est en train de voir autant au Canada puis dans d'autres pays qu'il y a beaucoup d'effets secondaires de cette pandémie de COVID. C'est que les gens qui souffrent des troubles cardiaques attendent trop longtemps de se pointer au médecin ou d'appeler le médecin ou de se pointer à l'urgence. Alors, c'est une chose que je voulais absolument vous dire. Et en cas de besoin pour les trucs en lien avec la santé mentale, j'ai mis sur le diapo deux ressources. La première, c'est vraiment pour des aidants et des professionnels de la santé qui sont peut-être sur l'appel, covid@connectpsychologie.com. Il offre des séances spécifiquement pendant ce moment de crise. Il y a aussi énormément de ressources à l'Ordre des psychologues du Québec. Alors, j'ai mis le lien pour les ressources qui existent là. Bien sûr, il y a, comme avait mentionné notre première conférencière, il y a beaucoup de ressources aussi disponibles online, en ligne.
Et je vais terminer sur l'importance de prenez soin de vous. Parce que la priorité doit être prendre soin de vous, parce que si vous n'êtes pas bien, ben vous ne serez pas en mesure de prendre soin de vos proches. Alors, c'est primordial de prenez soin de vous, de porter attention à vos niveaux d'activité physique, qu'est-ce que vous mangez, le sommeil et bien sûr la santé mentale. Et dans le cadre si vous êtes en train de vivre beaucoup de stress et beaucoup d'incertitudes en lien avec la pandémie actuelle, bien voici une liste de différentes interventions qui peuvent vous aider avec ça. Alors, bien sûr, on voit ici la méditation, le yoga, activité physique, prendre du temps dans la nature, prendre soin de votre sommeil. C'est important aussi dans le contexte actuel de rester connecté socialement avec les proches, les amis et autres, de bien manger et de prioriser. C'est normal et il faut que vous vous donnez de la permission de vous prioriser et il faut aussi prioriser votre bien-être pour, encore une fois, être en mesure de prendre soin de vos proches et de gérer tout ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est ça pour moi. Je pense que la dernière chose que je vais peut-être partager, c'est que je suis pas cardiaque, mais je fais de l'asthme sévère. Et une chose que je peux partager un peu en lien avec la première conférencière, c'est comment ma famille se sont mobilisés autour de moi pour me protéger. Et on en profite, par exemple, parce que c'est moi qui est à risque dans ma maison, c'est pas mes petits-enfants et c'est pas mon mari. Alors, on a beaucoup adapté au niveau de faire du télétravail. Maintenant, les enfants sont plus à l'école. On fait très attention quand on fait nos marches en famille dehors. On limite nos expositions à d'autres. On fait livrer notre épicerie. On fait livrer nos prescriptions. Bref, on fait tout ce qu'on peut faire justement pour qu'est-ce que j'appelle acheter du temps. Acheter du temps pourquoi? Acheter du temps pour qu'ils découvrent des traitements pour la COVID, pour qu'ils trouvent une meilleure capacité de faire du testing, pour qu'ils découvrent un vaccin. Alors, je pense que, et aussi pour alléger le fardeau sur le système de la santé. Alors, tout ça pour dire, on fait tout ce qu'on peut, et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête à tout le monde. Il faut vraiment focuser vos efforts sur des choses que vous pouvez contrôler. Quand est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'ils vont découvrir un vaccin? Quand est-ce que ça va sortir? C'est pas des choses qu'on peut contrôler en ce moment, mais on peut contrôler qu'est-ce qu'on fait nous. On peut contrôler les décisions qu'on prend pour soi-même et pour nos proches. Et je pense que l'idée dans ce contexte de manque de contrôle presque total, c'est de vous rappeler qu'est-ce que vous contrôlez dans ce contexte-là et focuser vos efforts là-dessus. Alors, je vous reste à votre disponibilité pour des questions à la fin. Merci. Merci, Dr. Lavoie. Nous allons maintenant passer à notre troisième conférencière. Elle est Andréane Tardif, nutritionniste de formation avec une spécialisation en nutrition publique. Andréane ouvre au cours de sa carrière dans plusieurs champs d'expertise en nutrition, en passant du milieu hospitalier et privé jusqu'à la nutrition internationale. Andréane travaille depuis près de 8 ans chez Cœur et AVC pour favoriser le rétablissement et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies de cœur de l'AVC. Elle développe et implante en partenariat avec le ministère de Santé et Services sociaux différents programmes d'autogestion de la maladie, comme le programme La vie après un AVC. Elle est aussi maman d'un bébé né avec une importante malformation cardiaque congénitale. Elle comprend très bien les défis quotidiens des proches aidants. À vous, Madame Tardif. Merci, Elisabeth. C'est vraiment un grand plaisir de poursuivre la discussion ce midi là, après ces belles présentations avec Mme Jiménez Sevilla et Dr. Lavoie. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à vous présenter. Donc, comme on l'a vraiment très bien mentionné avant moi, là, dans le contexte de la pandémie actuelle, c'est vraiment primordial, c'est vraiment important de reconnaître que plusieurs proches aidants vivent à temps plein de l'isolement social et doivent en même temps s'occuper d'une autre personne atteinte d'une maladie du cœur ou d'un AVC.
Nous avons développé à Cœur et AVC des communautés en ligne Facebook que vous voyez ici à l'écran. Donc, il y a 2 communautés séparées. La première que vous voyez à la gauche, c'est la communauté pour les survivants des maladies du cœur ou des AVC et la seconde est celle pour les aidants de ces personnes. Ce sont des groupes privés et fermés. Donc, l'aidant peut parler librement sans crainte là, de blesser la personne qui est aidée. Elles sont bilingues et canadiennes. Donc, il existe là une fonction de traduction dans Facebook qui vous permet d'écrire, par exemple, en français et ce sera compris par nos collègues là, anglophones du Canada. Donc, tous les autres membres pourront vous comprendre, peu importe la langue choisie. Les modérateurs sont également bilingues. Il y a des experts du domaine de la santé comme modérateurs, d'autres du domaine psychosocial, du trauma, par exemple, et d'autres experts là, du domaine des communautés en ligne, là, du développement des communautés. Il y a des lignes directrices dans ces communautés qui ont été développées par le groupe fondateur et le respect de chacun y est une des valeurs primordiales. Les communautés en ligne permettent l'accès à des ressources, des trucs et astuces, du soutien émotionnel. Elles permettent de trouver de la reconnaissance. Donc, parfois, ça peut être bien d'avoir une petite tape sur l'épaule de quelqu'un qui est un père, qui comprend notre situation. Il y a même une liste de ressources qu'on vient de développer tout récemment dans le contexte là, actuel de la COVID-19. À la prochaine diapositive, vous voyez quelques messages clés que les communautés en ligne ont soumis, ont présentés dans le contexte spécial COVID-19 et ça résume très bien aussi les conseils que Mercedes vous a donnés tout à l'heure. Donc, premièrement, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Vous avez le droit de demander de l'aide. En fait, vous devez demander de l'aide. Prenez une pause des médias sociaux. On recommande de se limiter au maximum à 1 heure de consultation par jour en petite dose. Donc, on sait que les médias sociaux, là, de par toutes les différentes nouvelles, peuvent occasionner du stress inutile si on les regarde trop. Rester connecté aussi avec d'autres personnes, donc utiliser différentes méthodes et trouver celles qui fonctionnent pour vous. Il y en a que c'est plus avec le visuel, avec Zoom, Skype, FaceTime, etc. D'autres, c'est plus le téléphone, etc. Parler avec aussi votre équipe médicale, comme le mentionnait Dr. Lavoie, là, avant d'annuler un rendez-vous. Certains rendez-vous peuvent être faits de façon virtuelle. Il y en a d'autres qui peuvent être reportés, mais il y en a qui c'est vraiment important aussi de faire, même si vous êtes un aidant, il faut quand même faire vos rendez-vous là, importants. Prenez soin d'abord de vous. Je pense qu'on ne le répétera pas assez à ce niveau-là. Donc, avant de vous occuper des autres. Et une image vaut 1000 mots. Là, pensez à l'image dans l'avion lorsqu'on dit de mettre son propre masque à oxygène en premier avant de mettre celui des autres. La prochaine diapositive présente 2 grands volets sur lesquels on doit s'attarder. D'abord, le volet sécurité, donc la sécurité pour vous et aussi pour la personne aidée. Et l'autre volet, c'est les si, donc prévoir les éventualités. Je commence par la sécurité. Il y a des lignes directrices provinciales pour la santé mentale et pour la violence conjugale ou familiale là, qui ont été développées. Consultez notre liste de ressources sur nos communautés en ligne à ce sujet-là et consultez aussi notre page francophone de la COVID-19 sur notre site web de Cœur et AVC. On sait que dans le contexte de la pandémie actuelle, on remarque qu'il y a un changement de rôle dans la famille. Les aidants sont en demande 24 heures sur 24, comme le mentionnait Mercedes. C'est un vrai défi, croyez-moi. L'insécurité alimentaire est également présente dans certains ménages. Si jamais c'est votre cas, tournez-vous vers les banques alimentaires. Il y a des accès aussi à des coupons alimentaires pour l'épicerie. Les livraisons à domicile, comme il a été mentionné, ça peut être une option si vous avez des inquiétudes au niveau de la transmission. Aussi pour les médicaments, par exemple, là, les pharmacies peuvent faire, on peut aller chercher là, au niveau de la livraison ou même envoyer quelqu'un, un voisin ou quelqu'un de confiance qui fait partie de notre noyau familial. L'accès aux médicaments est parfois limité en fonction de certaines assurances. Si vous avez des questions à ce niveau-là, là aussi, on a mis de l'information sur notre site web, donc des ressources à ce sujet. Lorsque je parle des si, donc c'est d'abord de se faire un plan de sécurité ou un plan de contingence si jamais vous ou la personne aidée attrapait la COVID-19. Donc, vaut mieux prévenir. Premièrement, avoir une liste de numéros d'urgence à proximité. Donc, que faire si vous ou la personne aidée était hospitalisée? Prévoir les soins à l'avance. Ensuite, c'est de nommer une personne qui prendrait le relais pour le rôle d'aidant au besoin si vous tombiez malade. Et faire un plan de soins avancé si la personne qui est aidée était hospitalisée, quels sont les types de soins qu'elle voudrait recevoir.
Donc, est-ce qu'elle voudrait recevoir tous les traitements médicaux possibles ou seulement les traitements de confort, davantage au niveau de la gestion de la douleur? Donc, c'est des discussions qui peuvent être intéressantes d'avoir avant, quand tout va bien. On connaît ainsi mieux la volonté de la personne qui est aidée et on sait mieux comment réagir. Il existe plusieurs ressources canadiennes là, sur le sujet, également mis dans nos communautés et sur le site Web. La prochaine diapositive vous présente les déterminants sociaux de la santé. Donc, on parle ici du glacier psychosocial. La section à gauche ici vous montre là, notre site Web. Donc, je vous rappelle le lien pour les ressources et une page spécifique dédiée à la COVID-19 qui évolue là, tous les jours. On met de nouvelles ressources. Dans la partie visible du glacier, vous voyez que c'est finalement ce qu'on voit, ce qu'on laisse voir aux autres. Je vous donne un exemple. Donc, quand on se promène dans la rue et qu'on croise notre voisin, on se demande, on se dit comment ça va. Donc, tout le monde répond ça va bien. Mais en réalité, des fois, on a des bonnes et des fois, on a des moins bonnes journées. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie qui est invisible du glacier. Donc, c'est nos défis. Dans le fond, c'est ce qui contribue réellement à notre santé physique et mentale. Un des exemples, c'est les finances. Donc, le site Web de Cœur et AVC présente plusieurs ressources sur les programmes gouvernementaux sur le sujet. Les dynamiques, les situations familiales, donc on parle de la génération sandwich, par exemple, donc s'occuper de nos enfants en même temps que nos grands-parents, donc ça peut être un stress pour nous. Pour soutenir l'éducation des enfants, je vous informe qu'on a développé une page web, jeunecoeurrythmé.ca, où on donne vraiment beaucoup d'informations à ce sujet-là. On peut aussi développer des outils de communication pour nous rassurer. Donc, par exemple, un aidant peut mettre une pancarte sur sa porte pour signifier qu'une personne vulnérable vit ici en raison des risques de complications le plus élevés. Là. Si elle attrapait la COVID-19, ça peut rassurer l'aidant de faire ça et les gens qui vont venir faire les soins à domicile, si c'est le cas, ils vont être avisés quand ils vont rentrer dans la maison. Ils vont peut-être faire des précautions additionnelles. Au niveau de la santé mentale, donc plusieurs ressources sur le site Web de Cœur et AVC et tous les éléments de gestion du stress qui ont été mentionnés par Dr. Lavoie. Vous avez d'autres pages sur notre site. Donc, l'important, c'est aussi de rester actif, de rester en bonne santé. Il y a évidemment aussi la ligne Info Santé, là, 811, où vous pouvez parler avec une infirmière. Et quand on regarde le genre, donc on sait que les femmes jouent plus souvent le rôle d'aidant dans la famille. Et on a un webinaire qui s'en vient le 1er mai prochain à ce sujet. Donc, restez à l'écoute, là, ça va être en français également. Quand on parle de besoins culturels et spirituels, donc l'importance de rester connecté avec sa spiritualité, sa culture, qu'est-ce qu'on apprend de nous-mêmes durant cette période? Se poser des bonnes questions pour tenter de donner un sens à notre vie durant la période difficile, trouver une signification à tout ça. Dans la prochaine diapositive, vous allez voir en fait une ressource qui a été développée par Cœur et AVC qui s'appelle Agir en vue des soins optimaux communautaires et de longue durée de l'AVC. L'objectif de cette ressource-là, c'est de donner de l'information pour ceux qui prennent soin des personnes ayant eu un AVC et les proches aidants pour vivre une vie qui est significative malgré les défis rencontrés. On y parle, entre autres, d'atteindre des objectifs réalistes et souhaitables, prévenir la dépression post-AVC, donner un sens à son quotidien. On aborde les différentes préoccupations et sujets qui peuvent être suite à un AVC. Par exemple, on décrit l'AVC, on parle des impacts sur la santé, des changements physiques, émotionnels, comportementaux, cognitifs, etc. Dans la prochaine diapositive, si je peux résumer en fait là, les éléments clés à retenir suite à ma présentation, c'est d'abord de prendre 10 minutes par jour pour explorer son glacier psychosocial, donc les défis qui sont rencontrés que je mentionnais. Se poser la question, est-ce qu'une planification des soins avancés ou de longue durée de sécurité aussi pourrait être utile? Posez-vous la question. Explorez votre réseau. Donc, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Je pense qu'on l'a mentionné souvent. En fait, vous n'êtes pas seul pourrait être le titre de l'ensemble de notre série de webinaires qu'on est en train de développer. Parce que c'est un peu ce qu'on veut faire, c'est rester avec vous, vous faire réaliser qu'on reste connecté même malgré la condition actuelle de la pandémie. Rappelez-vous que des gens sont là pour vous aider. Donc, ça fait le tour des éléments que je voulais vous présenter. Un grand merci pour votre écoute. Je vais repasser la parole à Elisabeth et je suis disponible pour la période de questions. Merci Andréane pour ta conférence. Merci à tous nos conférenciers pour cette belle présentation. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la fenêtre de clavardage. Nous pourrons donc les transmettre aux conférencières. Notre première intervention est plutôt pour remercier Mercedes d'avoir partagé son expérience avec nous. Les participants du webinaire reconnaissent son courage et sa détermination dans les épreuves qu'elle a traversées.
Notre première question est pour elle aussi. Que faites-vous, Mercedes, pour prendre soin de vous chaque jour? Merci beaucoup, Elisabeth. Euh, je, je, je garde du temps pour moi. Je fais des activités qui me permettent de déconnecter un peu de la réalité du travail, de la réalité du Covid. Je lis, j'aime beaucoup lire, par exemple, ça me transporte à une autre réalité différente. C'est surtout de la fiction que je lis, bien sûr. Je fais des activités qui me permettent de me concentrer mentalement, mais des activités répétitives. Par exemple, faire une casse-tête. Je le trouve très, très relaxant. Ça m'aide beaucoup à déconnecter un peu de la réalité, à prendre ce moment de recul dont j'ai besoin pour affronter les prochains problèmes. Alors, c'est ce type d'activité qui m'aide à décompresser un peu. J'aime cuisiner aussi. La cuisine, pour moi, c'est quelque chose qui est sous mon contrôle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à est-ce que c'est sous mon contrôle ou non. Alors, par exemple, cuisiner, c'est quelque chose que je peux contrôler. Et ça m'aide énormément parce que c'est suivre une recette. C'est aussi simple que mettre la quantité que je veux dans les pots et ça va marcher. C'est pouf, de la magie. Alors, c'est ce type d'activité qui m'aide beaucoup à me garder un peu de temps pour moi et à décompresser un peu pour aborder les problèmes suivants. Parfait, merci, Mercedes. J'ai une question pour Dr. Lavoie. On nous dit d'être connecté plus que jamais en ce moment, mais quel devrait être le niveau optimal pour ne pas ressentir de culpabilité, de ne pas l'être assez ou d'être fatigué ou de fatigue, de l'être trop avec. Désolée, je vais répéter. Mais quel devrait être le niveau optimal pour ne pas ressentir de culpabilité, de ne pas être assez fatigué ou avoir de la fatigue avec nos proches? Mais merci beaucoup pour la question. C'est très important. Je pense que premièrement, c'est un peu personnel. Alors, il n'y a peut-être pas un niveau de connexion optimal qui serait pareil pour tout le monde. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de rester attentive et à vos besoins et c'est quoi les impacts de cette connectivité. Alors, si on parle dans le cadre de rester connecté, via les médias sociaux, avec les amis, via téléphone ou Skype ou autre. Je pense que ça devrait être premièrement en fonction de vos besoins et c'est pour ne pas perdre cette connexion interpersonnelle avec nos proches. Alors, je pense que c'est de se rappeler qu'on est les êtres humains, on est des êtres sociaux et on a besoin de sentir comme on fait partie d'une communauté. Alors, je pense que c'est en fonction de nos besoins, en fonction de ne pas perdre un lien qui peut être plus important chez certains que d'autres et de peut-être en profiter de bien évaluer plutôt, ben, si je suis plus connectée avec telle personne, est-ce que ça m'aide? Qu'est-ce que ça me fait versus non? Alors, des fois, c'est une question, parce que c'est nouveau pour plusieurs personnes, c'est pas tout le monde qui ont l'habitude, je pense que c'est plus des jeunes, en guillemets, c'est pas tout le monde qui ont l'habitude de se connecter comme ça. Alors, je pense que c'est toute une période d'expérimentation et je pense qu'il faut être bien à l'écoute de, ben, qu'est-ce qui m'aide et qu'est-ce qui m'aide pas? Comment les choses m'affectent et comment je peux m'adapter face à ça? Alors, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais c'est sûr qu'il ne faut pas dépasser vos limites et il faut s'assurer que vous le faites pour des raisons qui sont à vous. Alors, il ne faut pas être présent pour les autres parce que vous vous sentez coupable ou vous êtes peur des répercussions. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même et il faut que vous respectez vos propres limites. Et je sais, c'est quelque chose, surtout chez des aidants qui sont peut-être plus portés à se donner, mais c'est surtout encore plus crucial de rester proche de nos limites, de respecter nos limites et de ne pas se sentir coupable de prendre soin de nous. Et je pense que c'est pas toujours évident et surtout que les aidants sont par nature très généreux. Peut-être ils se priorisent pas d'abord. Alors, voilà. Je pense que c'est ça. Parfait, merci. J'ai une autre question ici du public et il nous demande comment gérer les moments avec son conjoint sans risquer de l'exposer au virus. Car mon conjoint et moi, on vit séparément. Avez-vous des conseils, des recommandations à me donner? Vous pouvez aussi compléter, Madame Tardif, Dr. Lavoie, ou même Mercedes.
Est-ce que, si je comprends bien, est-ce que c'est des gens qui sont en couple, mais qui n'habitent pas ensemble? C'est bien ça? Il semble que oui. OK. Ben écoute, je pense que c'est une excellente question et c'est même quelque chose que je me suis posée en lien avec ma mère, que j'aide beaucoup. Elle, elle souffre d'une maladie cardiovasculaire plus un MPOC pour les poumons. Et je pense que qu'est-ce qui est important dans ces cas-là, c'est de maintenir les bonnes habitudes quand vous n'êtes pas ensemble. Alors, autrement dit, si vous respectez des consignes de distanciation et si vous minimisez vos expositions de la même façon, c'est sûr que selon des directives, on ne devrait pas, si on n'habite pas ensemble, la consigne officielle, si je comprends bien, c'est de ne pas se voir. Mais je pense que dans le proche avenir, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de vraiment minimiser nos expositions pour quand les portes vont s'ouvrir, qu'on va pouvoir se voir en toute sécurité. Parce que je pense que c'est tout l'aspect d'incertitude. Est-ce que j'ai accueilli quelqu'un qui a fait la livraison et ça fait rentrer quelque chose? C'est pour ça que pour l'instant, selon ma compréhension, les directives sont assez sévères. Mais je pense que si vous maintenez les bonnes habitudes d'exposition et de santé chacun chez eux, quand les portes vont s'ouvrir, vous devrez être capable de vous voyer en sécurité. Andréane, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais... Je pense que c'est bien complet, oui. Oui. OK, parfait, merci. Donc, on va passer à une troisième question. Ça parle également avec la distanciation sociale, avec nos proches et dans le cas de ne pas habiter avec la personne aidée. Dans ce cas, c'est pas un conjoint, mais sinon proche, quelqu'un de la famille qui on aide, mais elle n'habite pas avec nous. Mais comment faire pour convaincre cette personne qui ne veut pas aller de l'avant dans sa réadaptation ou dans les activités physiques à la maison? Comment on peut faire pour la motiver à distance et comment on peut gérer notre frustration et ne pas pouvoir faire plus? Cette question, je pense, s'adresse à vous trois. Voulez-vous commencer, Dr. Lavoie, et Oui. je complète? Oui, je peux commencer. Alors, je pense que la première chose, c'est de comprendre est-ce que c'est quelqu'un qui était motivé avant, mais dans le contexte actuel ne l'est plus. Mais en général, la motivation, c'est très important pour que les gens passent à l'action pour quoi que ce soit, même dans le contexte de la COVID, juste de bien respecter des directives gouvernementales, ça prend un certain niveau de motivation. Ça veut dire qu'il faut que vous croyez que c'est important de respecter ces consignes. Alors, pour revenir à la question, c'est de mieux comprendre, premièrement, pourquoi la personne ne veut pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas en sécurité de faire la réadaptation à distance? Est-ce qu'ils ne se sentent pas bien supportés? Est-ce qu'ils se sentent... voilà. Alors, c'est vraiment en première ligne de mieux comprendre c'est quoi la barrière qu'il faut surmonter pour mettre la personne soit plus à l'aise ou plus motivée. Alors, c'est sûr que si la personne ne croit plus que c'est pertinent de faire ça versus quelqu'un qui a perdu un peu de confiance pour le faire dans l'absence de son groupe ou son physio ou mettons, de faire ça à distance, ça c'est autre chose. C'est sûr que encore une fois, comme Andréane avait mentionné, vos professionnels de la santé, il y en a plusieurs qui restent encore disponibles pour répondre à vos questions. Et je sais qu'il y a beaucoup de programmes qui sont disponibles de plus en plus en télémédecine pour justement aider les patients de poursuivre leur réadaptation à distance. Alors, je pense que je ferais ça au premier. Et mettons, pour quelqu'un qui semble pas être motivé, est-ce que c'est une motivation c'est vraiment la motivation qui est plus là ou qui ne se sent plus en sécurité de le faire sans être en présence de leur physiothérapeute ou autre? Alors, c'est ça Andréane, est-ce que... Oui, bien, j'ai quelques idées pour compléter, mais peut-être je passerai la parole à Mercedes avant. Justement, est-ce que Louis, est-ce que votre conjoint, est-ce que vous avez senti à certains moments qu'il était moins motivé de faire ces exercices? Comment ça s'est passé pour vous? C'est sûr, ça arrive. Et nous, on a eu la chance autant pendant sa période de réadaptation que comme je disais avant, les 9 dernières années, on était ensemble dans cette situation. Alors on pouvait, mais ça arrive toujours. Il arrive un moment où il voyait plus pourquoi
pourquoi continuer? C'était tellement compliqué. Il a réappris à marcher, par exemple. Mon conjoint a été affecté côté gauche et il a dû réapprendre à marcher. Et le pire, c'est qu'il a perdu le mouvement du bras gauche. Alors, il a dû réapprendre à faire tout qu'avec un bras. Alors, il y a un moment toujours que la motivation se perd. Et c'est là-bas où il faut traiter la personne avec, non comme une imposition, tu dois faire ça. C'est, on veut trouver notre nouveau normal. C'est comme ça que nous, on l'a joué. C'est la réalité, c'est la vie. La vie nous a donné cette carte qu'il faut jouer. Alors, on va trouver notre nouveau normal qui va être différent, qui va pas être le même que les autres et donner un petit cadeau ou un petit bijou à chaque fois. OK, on va faire aujourd'hui ça et ça, c'est notre exercice de la journée et c'est notre victoire de la journée. C'est sentir qu'on a accompli quelque chose. C'est comme ça que nous, on l'a traité pendant toute la période de réadaptation. Maintenant, même à la maison, faire un peu de sport pour pas perdre la forme, c'est aussi compliqué. Mais on s'est mis ça aussi comme, OK, si aujourd'hui on fait une demi-heure de Wii Fit, c'est notre objectif. Et c'est ça, et on va sentir qu'on a accompli quelque chose. Le sentiment d'accomplissement, pour moi, c'est très important. Mm. Merci Mercedes. Nous avons une autre question. Il s'agit d'une dame dont son conjoint vient de faire un AVC et est toujours à l'hôpital et devrait être transférée sous peu dans un centre d'adaptation. Comment elle peut l'aider puisqu'en ce moment, elle vit tellement d'impuissance? Docteur Lavoie, voudrez-vous répondre? Alors, si je comprends bien, c'est comment gérer ce sentiment d'impuissance quand on vise ce transfert à un hôpital où, si je comprends bien, la dame ne serait pas en mesure de lui accompagner. Alors, je pense que, oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très partagé. Je pense que c'est pas juste dans le contexte des proches aidants, dans le contexte des troubles cardiovasculaires, mais aussi dans le contexte de n'importe qui soit dans une CHSLD ou bien hospitalisé ou autre. Et qu'est-ce qu'on fait pour justement vivre avec ces directives qui semblent être trop rigides des fois ou très rigides? Et je pense que, écoute, voici qu'est-ce que je ferais moi, OK? Parce que je pense qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse à ça. Mais je pense que la première chose, c'est trouver un lien de communication avec votre proche. Alors, si vous n'avez pas le choix que de lui laisser transférer et que vous n'aurez pas le droit d'aller le voir ou visiter ou prendre soin, essayez de trouver un lien de communication avec les aidants sur place. Et au moins, ça peut vous rassurer qu'ils sont dans des bonnes mains et les choses se vont bien. Et c'est sûr qu'il y a personne qui lui connaît mieux que vous. Alors, si vous voulez communiquer des informations spéciaux, tout ce que vous pouvez faire, justement, je pense que Mercedes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit au niveau du contrôle? Contrôler les choses que vous pouvez contrôler dans un contexte où on manque beaucoup de contrôle. Mais il y a toujours des choses qu'on peut contrôler et vous pouvez contrôler l'établissement de ce lien de contact avec les aidants sur place. L'autre chose, c'est, dans la mesure de possible, de rester en contact avec votre mari. Alors, est-ce que c'est possible qu'il y ait accès à soit un téléphone ou un iPad, quelque chose comme ça, pour que vous pouvez rester en contact, même si c'est par téléphone, c'est vieille affaire, mais c'est correct aussi. Encore une fois, ça peut être rassurant pour lui et rassurant pour vous. Et si vous avez besoin d'intervenir ou encore faire appel à ses soignants, bien, vous aurez cette information-là à votre disponibilité. Mais j'avoue que c'est une situation extrêmement difficile et autant pour les aidants que des patients qui sont hospitalisés ou en réadapt. Et autre chose, et comme je fais écho de ce que Mercedes avait dit, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est temporaire. C'est sûr que ça ne serait pas pour toujours. Et c'est super important que vous vous rappeliez que ça ne serait pas pour toujours ces mesures-là. Et je pense que c'est important de vous rappeler que ça ne serait pas pour toujours. On va s'en sortir de cette situation. Parfait, merci, Dr. Lavoie. Nous avons presque plus de temps pour finaliser le webinaire. J'ai encore des questions, mais nous allons répondre par la suite. Donc, je vous encourage quand même aux participants de nous envoyer les questions. On fera par la suite, on pourra vous l'envoyer par la suite. Donc, j'ai juste quelques points à rappeler pour les proches aidants.
On vous encourage à chercher du soutien extérieur. Nous avons plusieurs ressources dans la communauté en ligne pour l'AVC et le cœur. Il existe également certains groupes spirituels très actifs en ligne. Faites aussi des visites sur le patio à distance si vous êtes dans la même ville, bien sûr. Il peut être une bonne manière pardon, de rester connecté avec vos proches. Connectez-vous avec quelqu'un cette fin de semaine. Visitez Cœur AVC et cliquez sur la page COVID-19. Je veux remercier à nos 3 conférenciers d'avoir pris le temps de répondre à vos questions, d'explorer les défis des proches aidants et le soutien pratique pour rester en bonne santé durant cette période de pandémie. Nous voulons aussi remercier à l'équipe de Cœur AVC Québec et Canada d'avoir réalisé ce webinaire. J'aimerais aussi mentionner de vous assurer d'être bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions, qui vous donnera accès à un certificat de participation par la suite. C'est très important pour nous de recevoir votre réaction pour nos futurs webinaires. Merci à tous et restez à l'affût de nos prochains webinaires qui seront tenus régulièrement. Notre prochain webinaire, comme il a été dit durant la présentation, est sur le sexe et le genre, les différences en matière de risques de gestion durant la COVID-19. Il sera présenté le 1er mai prochain à 11h heure de l'Est. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à nos belles conférencières pour cette belle conférence. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.